Hi gamin, j'espère que tu vas bien là. Je te rappelle, on est en plein milieu de la géologie en première spécialité SVT. L'idée de cette vidéo, c'est quoi? L'idée de cette vidéo, c'est comprendre comment une onde, sismique en l'occurrence, se comporte quand elle arrive à l'interface de deux roches, roche A, roche B. Il se passe quoi ici? Alors ce que l'on sait déjà, c'est qu'elle accélère. Ok, ça c'est la vitesse. Mais comment est-ce qu'elle se comporte? Ah ça c'est autre chose. Alors, tu vas voir, c'est de la physique. Si tu as fait un peu d'optique avec les physiciens, ça devrait beaucoup t'aider, mais là, c'est adapté au SVT. Ok? Let's go, on y va. Bien, cette partie, qui est l'avant-dernière du chapitre, porte sur le comportement des ondes sismiques entre deux roches. Attention, gamin, c'est une partie difficile, sois attentif. Alors, je vais me situer entre deux roches. J'ai ici roche A, roche B. Bon, tu les as reconnus, granit, gneiss. On est dans la croûte continentale. Bon, mais ça peut être n'importe quelle roche. Je m'intéresse à la limite entre les deux roches, voilà, à la limite entre les deux roches. Et je vais m'intéresser à ces deux milieux, milieu 1, milieu 2, et ces deux milieux ne sont pas de densité identique. Le milieu 1 est moins dense, le milieu 2 est plus dense. C'est ce qui est marqué là. Maintenant, concentrons-nous sur ce qui peut arriver. Eh bien, on est en plein milieu d'un continent et on a une onde sismique qui est en train d'arriver et elle vient pile poil à la limite entre les deux couches de roches. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, pour caractériser ce qui se passe, regardons. Shpoum, shpoum. J'ai ici un rebond. C'est pour ça que j'ai mis des balles de tennis, pour que tu te figures une onde arrivant comme une balle de tennis, pac, pac, et qui rebondit. J'ai ici un rebond, d'accord? Comment caractériser ça? Eh bien, on a besoin de l'angle d'arrivée. L'angle va se mesurer non pas ici, mais ici. Il se mesure par rapport à la normale, c'est-à-dire la perpendiculaire à la limite entre les deux roches. Ok? L'angle ici s'appelle I1. C'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence, l'angle d'arrivée de l'onde sismique. On est bon? On est bon. Mais alors, la question qui se pose est, cet angle-là, celui-ci-là, jusque-là, bon, il s'appelle I2, mais ça correspond à quoi? Eh bien, c'est l'angle formé par l'onde quand elle rebondit sur la limite. C'est cet angle-là. C'est ce qu'on appelle l'angle réfléchi. L'angle réfléchi puisqu'il s'agit de la réflexion d'une onde sismique. Donc je résume, tu as un séisme quelque part, les ondes se propagent dans toutes les directions. Je m'intéresse à celle-ci, juste à celle-ci. Quand elle arrive à la limite entre deux roches, elle est capable de rebondir sur cette limite, grâce au processus de réflexion d'une onde sismique. Rien de compliqué, gamin, rien de compliqué. Alors évidemment, il faut comparer I1 et I2. Alors là, c'est extrêmement simple. I1 est égal à I2. Il n'y a pas plus simple comme formule. I1 égale I2. C'est-à-dire que l'angle formé par l'onde par rapport à la normale est égal à l'angle formé quand elle est réfléchie. Point barre. Voilà. La réflexion est terminée. On est tranquille. Quel que soit l'angle d'arrivée, on voit que ça se réfléchit. Pas tac, tac, boum, boum. D'accord? Quel que soit l'angle d'arrivée, il y a réflexion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à la réflexion. Si l'onde arrive verticalement, boum, boum. Si l'onde arrive à 45 degrés, boum, boum. Si l'onde arrive à 30 degrés, boum, boum. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, que se passe-t-il d'autre?
Quel est l'autre mécanisme qui est plus difficile, plus délicat? Il va falloir que tu sois concentré. Je te remets le décor, tu as ton onde, pac, pac, elle est réfléchie, l'angle I1 est égal à l'angle I2, rien de plus simple. Eh bien, l'onde est capable de pénétrer le milieu rocheux qui se trouve en dessous. Elle se propage. Ça veut dire qu'elle est capable de se réfléchir et en même temps, elle est là la difficulté, en même temps de passer dans le milieu d'eux. Une onde, boum boum, rebondit et en même temps passe en dessous. C'est capital, là il y a un petit truc psychologique à capter là. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Tu le vois ? C'est la réfraction, l'onde est arrivée, pac, et elle passe en même temps en dessous, en même temps qu'elle se réfléchit. La question devient, au lieu d'aller tout droit, elle est déviée. C'est le phénomène de réfraction. Mais du coup, on a besoin de caractériser cette déviation. Ben pour cela, il faut mesurer l'angle par rapport à la normale. Cet angle-là qu'on appelle l'angle réfracté. Ok. Alors là, ça y est, c'est le moment où ça devient un peu mathématique, un peu physique. Donc, il faut que tu sois attentif étape par étape. Il existe une loi qui a été posée par deux chercheurs de façon indépendante, M. Snell et M. Descartes. Hein. Ce n'est pas le prénom, hein, c'est deux personnes différentes. Quelle est cette loi? Cette loi, c'est D1, c'est-à-dire la densité du milieu 1, multiplié par le sinus de l'angle I3 est égal à la D2, la densité du milieu 2, multiplié par le sinus de l'angle I1. D1 sinus I3 égale D2 sinus I1. Hop, 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 ça a l'air compliqué, mais pas tant que ça. Si tu connais D1 et D2 et que tu connais les angles, c'est facile, très facile. Alors, évidemment, tu n'es peut-être pas super doué en mathématiques, alors je t'explique. Tu as ici le cercle trigonométrique. Ce cercle trigonométrique, pour n'importe quel angle, peut te donner le cosinus, c'est la ligne qui se trouve ici, et le sinus, c'est la ligne verticale. Au centre du cercle, la valeur est de 0. Quand on arrive en périphérie du cercle, là, ici, la valeur est de 1. Je m'explique. Voici un angle. Tu repères ici un angle, ok? Eh bien, cet angle, ce point-là, je peux le projeter verticalement, c'est le cosinus, on n'en a pas besoin ici, mais je peux le projeter horizontalement, et ça nous donne la valeur du sinus. Bon, visiblement, pour un angle de ce type, on dirait 0,85, 0,90, quelque chose comme ça. 1 étant le maximum. Ça, c'est ce qu'on appelle le sinus. Alors, le sinus, cette loi de Snell-Descartes, je peux la modifier légèrement, t'inquiète pas, ça va pas être compliqué. J'ai ici D1 égale D1 sinus I3 égale D2 sinus I1. Je vais simplement faire passer la densité D1, la faire passer de ce côté de l'équation, ce qui nous donne sinus I3 égale D2 sur D1 sinus I1. Sinus I3, c'est-à-dire le sinus de cet angle-là, qui est égal à D2 sur D1, le sinus de cet angle-là. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est pas de calculer la valeur exacte. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir et de me demander, est-ce que sinus I3 est plus petit ou plus grand que sinus I1? Pour le savoir, il suffit de se poser la question, est-ce que D2 sur D1 est inférieur à 1 ou supérieur à 1? Est-ce qu'on est bon là-dessus? Ouais, on est bon, c'est facile. Mais là, tu as tout de suite la réponse. Elle est marquée ici. Je te rappelle que le milieu de densité du haut, enfin le milieu du haut est de densité D1. Et le milieu du bas est de densité D2. Et D2 est supérieur à D1, on l'a posé dès le départ. Mais si D2 est supérieur à D1, ça veut dire que D2 est plus grand que D1, ok, mais ça veut surtout dire que D2 divisé par D1 est supérieur à 1. C'est ça que ça veut dire.
3 est supérieur à 2, 3 divisé par 2 est supérieur à 1. C'est de la logique de base. Tu es en première ou tu n'es pas en première? Bien sûr que tu es en première. Du coup, on arrive à quelle conclusion? Si D2 sur D1 est supérieur à 1, ça veut dire que sinus I3 est supérieur à sinus I1. Et là, j'ai besoin d'un autre point mathématique qui est la fonction sinus est une fonction croissante. Une fonction croissante, et ça nous permet de conclure que I3 est donc supérieur à I1. Pour des densités croissantes, l'angle réfracté, c'est-à-dire cet angle-là, est supérieur à l'angle d'incidence, c'est-à-dire cet angle-là. C'est-à-dire, pour faire simple, une onde qui arrive à la limite entre deux roches va se réfracter, mais cet angle-là sera plus grand, donc elle est déviée, parce que l'angle sera plus grand que cet angle-là. Elle est déviée, elle tend à devenir plus horizontale. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Ouais, mais il y a un cas particulier. Il y a un cas particulier et tu dois le connaître. Hop, 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 hop. Un peu de mathématiques va pas nous faire de mal. Non mais, gamin, je te repose le cadre. Tu as ici une onde sismique qui arrive à l'interface de deux milieux, un milieu de densité 1, un milieu de densité 2. Tout ça, tu le sais. Il se passe quoi? Une réflexion. On a un angle là qui est égal à celui-ci. Jusque-là, pas de souci. Il se passe aussi une réfraction, mais cet angle-là est particulier, celui-ci. Je l'ai appelé lambda. Lambda. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, cet angle-là, c'est ce qu'on appelle un angle limite en réfraction. Et cet angle limite, il provoque quoi? Ben, regarde bien. Il provoque une réfraction horizontale. Horizontale. Et du coup, tu comprends que l'angle formé avec la normale n'est plus de... Non, il est de 90 degrés, c'est un angle droit. Un angle droit, gamin, un angle droit. J'ai donc toutes les possibilités d'angle entre là et là. Quand l'onde arrive, elle est réfractée, mais quand l'angle d'arrivée, l'angle d'incidence atteint cet angle limite là, à ce moment-là, l'onde réfractée est horizontale. Ok. Et toi, tu veux savoir quel est cet angle lambda? Lambda, quel est ce nom mystérieux? Je te remets ici la loi de Snell-Descartes telle que je te l'ai montré tout à l'heure. D1 sinus I3 est égal à D2 sinus I1 et tout le monde est content. Et en l'occurrence ici, l'angle I1 correspond à l'angle lambda puisque c'est lui qu'on étudie, l'angle limite. Alors, réfléchissons un peu. I3, la valeur en degrés de I3 est de combien? Elle est de 90. Alors, je t'ai montré tout à l'heure le cercle trigonométrique, et bien pour un angle de 90 degrés, le sinus est égal à 1. Pour un angle de 90 degrés, le sinus est égal à 1. Mais alors dans ce cas-là, sinus I3 est égal à 1, l'équation devient D1 égale D2 DE multiplié par sinus lambda. Mais du coup, sinus lambda est égal à D1 sur D2. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si on te donne les deux densités, en faisant le rapport D1 divisé par D2, tu obtiens le sinus de l'angle lambda. Avec ta calculatrice, tu trouveras alors facilement l'angle lambda. Rien de compliqué. Donc l'angle limite est noté lambda. Mais par contre, et c'est ça qui est capital, c'est ce qui est marqué là, c'est pour ça que j'ai fait cette diapo, tout ça pour arriver à ça. Si l'angle d'arrivée de l'onde, hop là, si l'angle d'arrivée de l'onde dépasse lambda, c'est-à-dire si l'onde arrive comme ça, pac, elle dépasse lambda, est-ce qu'on a une réfraction? Eh bien la réponse est marquée là. Il n'y a pas de réfraction, on a juste un rebond par réflexion. Il n'y a plus de réfraction. La réfraction maximale que l'on puisse atteindre, c'est celle-ci. C'est une réfraction limite à 90 degrés.
On ne peut pas avoir plus, donc il n'y en a pas. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, gamin. Donc je résume. Si tu as une onde sismique qui arrive d'ici, tac, réfraction. Si elle arrive d'ici, tac, réfraction. Si elle arrive d'ici, c'est l'angle limite, réfraction horizontale. Si l'onde arrive d'ici, tac, il y a juste réflexion, il n'y a plus de réfraction. C'est de la physique, gamin, mais on en a besoin, nous, en géologie. Alors, on va justement prendre un exemple concret. Et je sais bien que c'est un peu abstrait. Toi, tu as besoin de visualiser les choses et tu as raison. Visualisons. J'ai appelé ça le trajet courbe d'une onde sismique. Considérons 4 couches de roches de densité croissante. D1, D2, D3, D4. Rien de plus complexe. Ça va? 4 couches de roches. Considérons une onde sismique qui arrive et qui forme ici un angle par rapport à la normale, angle que l'on voit là, ici. J'applique la loi de Snell-Descartes et j'obtiens quoi? Je te rappelle que la couche D2 est plus dense que la couche D1. La densité est plus élevée. Donc l'onde sismique va être décalée. Clac! Elle va être déviée de ce côté. Elle va s'horizontaliser. Et on obtient ceci. L'angle réfracté est supérieur à l'angle incident. C'est ce qu'on obtient là. Tu le vois? Cette onde sismique, c'est un peu déviée, mais elle arrive elle aussi à une interface qui sépare la couche de densité D2 et la couche de densité D3 plus grande. Application de la même logique, si la couche de densité D3 est donc de densité supérieure à la couche de densité D2, on a encore déviation de l'angle. Et ceci se répète à chaque couche de roche. À chaque couche de roche, l'onde sismique est déviée, est déviée, est déviée. Ok? Mais il y a un moment où l'angle d'incidence formé par rapport à la normale, ici, cet angle d'incidence est plus grand que l'angle lambda, que l'angle limite. Il est plus grand. Il ne peut pas y avoir de réfraction. L'angle limite est dépassé. Pas de réfraction possible. Alors, qu'est-ce qu'on a si on n'a pas de réfraction? On a quoi? On a quoi, gamin? On a juste une réflexion. Et du coup, l'onde sismique, elle rebondit. Tac, tac. Il n'y a plus de réfraction. Enfin, ici, il n'y a pas de réfraction. Mais que se passe-t-il lorsque l'onde arrive ici? Elle va passer d'une couche de densité grande, supérieure, à une couche de densité inférieure. Tout à l'heure, on a dit, quand l'onde passe d'une couche de densité D1 à une couche de densité D2 plus grande, elle est déviée, elle tend à s'éloigner de la normale. Okay. Ici, on a une onde qui passe d'une couche de densité élevée à une couche de densité moins élevée. Donc c'est le cas inverse. Elle va se rapprocher de la normale. Et à chaque fois qu'elle changera de couche de roche, de moins en moins dense, l'onde se rapprochera de la normale. Ce qui nous donne ceci. Hop là. L'angle réfracté devient inférieur à l'angle d'arrivée, qui est ici. Ça, c'est l'angle incident. Et l'angle réfracté, c'est celui-ci. Et à chaque fois, l'onde est déviée. Alors qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui saute aux yeux? On a donc un trajet courbe de l'onde. Marquez là, un trajet courbe de l'onde. Un trajet arrondi. Est-ce que c'est compliqué? Ouais, je sais. Cette vidéo, il va falloir la regarder 2-3 fois. Mais si tu n'es pas mauvais en sciences physiques, si la loi de Snell-Descartes avec 2-3 sinus insignifiants te pose pas problème, ce cours ne va pas être compliqué. Les ondes sismiques se propagent en ligne droite tant qu'elles sont dans la même roche. Puis ensuite, dès qu'on change de roche, l'onde est déviée à cause d'un changement de densité. C'est ce qu'on appelle la réfraction. La réfraction peut se faire tant qu'on n'a pas atteint l'angle limite. Au-delà de l'angle limite, il n'y a que réflexion.
Ah! Alors ça avait l'air compliqué, j'en rajoute un peu. Je les ai mises en pointillés, on les voit pas très bien et c'est tant mieux. J'ai mis à chaque interface, j'ai rajouté les réflexions. On le voit ici, l'onde remonte, elle est réfléchie. Mais ce n'est vraiment pas ce qui nous intéresse, tu peux même oublier ces petites flèches en pointillés. Alors, si tu as suivi, une onde peut donc se réfléchir, shpoc, shpoc, avec un angle identique, facile. Une onde peut aussi se réfracter, shpoc, shpoc, avec un angle par rapport à la normale qui est dépendant de la loi de Snell-Descartes. Mais il y a un petit détail. Alors évidemment, ton professeur t'en aura pas parlé, je le sais. Il y a un petit détail qui est difficile à comprendre. Alors je vais t'en parler gentiment. C'est un peu plus complexe que prévu. Tu veux le voir? Je te le montre. Là, il n'y a pas d'équation. Tu vas juste visualiser le truc et essayer de le retenir. J'ai donc le petit secret de la réfraction. Hop, 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 petit secret. J'ai donc arrivé d'une onde sismique qui se réfléchit. Ça, maintenant, c'est bon, tu maîtrises. Cette onde sismique peut aussi se réfracter. Là, voilà. Jusque-là, rien de compliqué. Réflexion, réfraction, c'est quelque chose que l'on connaît déjà. Mais il se passe autre chose. Alors attention, gamin, il faut être attentif. Ça se passe de ce côté-là. Sois attentif, fais gaffe. Hop, 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 hop. Considérons une onde de P. Elle va donc subir une réfraction. Ça nous donne une onde P. Eh bien, ce qui est très difficile à expliquer, pour ne pas dire que j'aurais du mal à te l'expliquer réellement, l'onde de P, quand elle arrive à la limite entre deux roches, va être capable de se réfracter, mais pas simplement en onde P. Elle recrée une onde P et une onde S en même temps, qui partent en plus à des vitesses différentes. C'est un truc de malade. L'onde P arrive, pouf, réfraction, ok, onde P, mais en plus, en même temps, réfraction, onde S. Oh là là là, oh là là là. Bon, à expliquer, honnêtement, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais c'est à retenir. Alors pourquoi je t'en parle? Pourquoi je t'en parle? Mais parce que j'en ai besoin juste après. Juste après, j'en ai besoin. D'accord? Est-ce que là-dessus, on est bon? Je t'ai expliqué dans cette vidéo, je t'ai expliqué la réflexion, la réfraction avec son angle limite, et quand on dépasse angle limite, pas de réfraction. Je t'ai donc expliqué le comportement d'une onde sismique qui arrive à l'interface entre deux roches. Comment est-ce qu'elle se comporte? Eh bien, elle se réfléchit tout le temps, et parfois, quand l'angle d'incidence se permet, elle subit une réfraction. Voilà. Simple comme bonjour. Alors gamin, cette vidéo s'arrête là. La vidéo suivante va enfin percer le mystère du cœur de la Terre, c'est-à-dire de la structure profonde de notre planète, à savoir le noyau de notre planète. On est bon? Bien sûr qu'on est bon, t'es avec moi, évidemment qu'on est bon. Bien, vidéo pas facile, j'espère gamin que tu as pris des notes. Je regarde, j'écoute, je comprends, bam, je note. Je rappelle qu'il faut prendre des notes sous forme de cases, évidemment. Il faut que ce soit un schéma logique qui se construise, une sorte de carte mentale. Tu en as vraiment besoin. Ça t'aidera à retenir ce que je suis en train de te parler, ce dont je suis en train de te parler. Je te dis ciao ciao, et n'oublie pas, tu likes, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, tu me lâches un commentaire pour me dire ouais super ton cours. Il faut que je te le demande parce que tu le fais pas vraiment et j'en ai besoin gamin, il faut que tu le fasses. Et puis je suis certain que tu as des potes dans les autres classes de première spécialité SVT, même dans d'autres lycées, peut-être même dans d'autres pays qui n'ont pas un prof comme moi. Non, tu n'en as pas. Si tu en as des copains comme ça, balance-leur le lien de la vidéo. Fais-leur plaisir, sois sympa avec eux. Sois sympa, gamin. Allez, ciao, ciao, gamin.